La plupart de ces pièces sont très rares. Vous pourriez ne plus jamais les revoir. C'est exact. Nous examinons une collection qui, selon nous deux, pourrait bien être la meilleure de tout le pays. Bonjour à tous, ici Teddy Baldassar avec mon collègue John Callahan. John, nous sommes tous les deux très enthousiastes pour cette vidéo. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un vrai plaisir pour nous. En général, on a très rarement l'occasion de manipuler ne serait-ce qu'une seule des montres que l'on va voir aujourd'hui. Les avoir toutes entre les mains et en plus dans l'ordre, c'est du jamais vu. Nous découvrons la collection d'une personne anonyme qui a eu la gentillesse de la partager avec nous. Nous pensons tous deux qu'il s'agit peut-être de la meilleure du pays. C'est incroyable. Oui, c'est une collection stupéfiante et je suis absolument ravi d'être ici. Donc, la raison pour laquelle je veux que John soit ici, John, au-delà du simple fait de travailler dans notre boutique. Et si vous êtes déjà venu dans notre boutique, vous avez probablement vu John au quotidien là-bas. John possède de vastes connaissances en horlogerie. Depuis plus de 20 ans dans l'industrie, il a vendu des marques comme Greubel, Farsi, FP, Jorn, Granit et la boutique Patek Philippe. Tu as fait beaucoup de choses et tu as une relation avec cette personne, ainsi que certains des modèles qu'il a choisis. Pour commencer, j'aimerais aborder 2 points. Préciser le type de collection évoqué pour en mesurer l'ampleur et rappeler que nous n'en examinons qu'une petite partie. Et puis en plus, la raison pour laquelle nous voulions faire cela, c'était aussi à cause de la philosophie autour de cette collection. Il y a beaucoup de gens riches qui peuvent acheter des montres, mais ce n'est pas seulement ça. Je pense que c'est quelqu'un qui achète des choses en fonction de ce qu'il aime et je trouve cela très rafraîchissant. Donc, commençons peut-être par là, puis nous pourrons commencer à regarder certaines des pièces. Exactement. Je pense que la collection, en termes de nombre, on parle d'une collection d'environ 450 pièces. Et elle est représentée par plus de 60 marques, des marques auxquelles on ne s'attend pas forcément, mais aussi des marques que les spectateurs connaîtront certainement. C'est très représentatif de l'horlogerie indépendante et pour moi, c'est l'un des points forts. La philosophie de la collection est excellente. Et aussi, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des pièces vraiment impressionnantes sur le plan technique et encore une fois, l'aspect ingénierie de ce que nous allons découvrir est incroyable. Donc, j'ai hâte de plonger dedans. Sur plus de 450 pièces, nous en avons retenu une vingtaine à examiner. La plupart sont très rares et vous ne les reverrez peut-être jamais. C'est exact. Nous avons aussi sélectionné ici quelques pièces plus accessibles, illustrant l'étendue de la collection. Je ne suis pas sûr que « douloureux » soit le terme approprié, comme passer par ce processus pour essayer de déterminer quelles étaient les bonnes montres à choisir. Mais celle sur laquelle nous étions tous les deux vraiment enthousiastes, c'est cette pièce juste ici à droite. Tu veux peut-être commencer par celle-là? Oui, donc la première montre ici est une indépendante, c'est Ludovic Balloir. C'est la Upside Down, et la Upside Down est l'œuvre majeure de sa carrière. Alors, un petit mot sur l'horloger. Il est horloger indépendant. Il fabrique environ 20-25 montres par an pour le monde entier, au total. Donc, il a travaillé chez Frank Muller, où il s'occupait des Crazy Hours et des Mystery Hours. Donc, cela s'est en fait retrouvé dans cette pièce en particulier, mais il a aussi beaucoup travaillé chez FP Journe. Il a une grande expérience, et l'Upside Down est son premier calibre, le B01, à ne pas confondre avec le Breitling B01. La version que nous avons ici aujourd'hui est un modèle en édition limitée. Et voici le cadran en osmium. Qui est l'élément le plus dense du tableau périodique utilisé dans ce matériau du cadran. Exactement. Ce n'est pas plus massif que le platine ou l'or. C'est en fait moins massif, mais c'est un métal plus dense. Et donc, ses caractéristiques sont, en quelque sorte, cette formation cristalline que nous voyons sur le cadran. Pour moi, c'est le cadran le plus intéressant. Il est vraiment spectaculaire. Donc, il a sorti ce design en 2009. Exact. Membre de l'AHCI, le club branché des horlogers indépendants. Mais cette pièce, c'est vraiment l'effet « wow » quand on sait comment elle fonctionne. En gros, quand tu parles des heures folles, c'est similaire. À chaque début d'heure, il y a un changement. Tu as tous les chiffres en dehors de l'heure actuelle qui vont être à l'envers. Exact. Et puis, au début de l'heure, tu verras alors ce changement. Cela va se produire et ça va se mettre en place pour que l'heure actuelle soit alors à l'endroit. C'est ça. Ainsi, l'heure peut être indiquée. Exactement. Et comment ça fonctionne? Donc, à l'arrière, en gros, vous avez une couronne dentée à l'extérieur qui fonctionne avec une vis sans fin, une came puis un sauteur, et cela va ensuite entraîner le mécanisme avec le conducteur en croix de Malte. À chaque heure, il effectue ce basculement en haut, tout se retourne, l'heure à l'endroit montre l'heure actuelle, donc en action c'est instantané et c'est incroyable. Il n'y a vraiment rien d'autre comme ça. Rien d'autre comme ça. Et franchement, le dos de la montre est aussi beau que le côté cadran. C'est une architecture incroyable. Il n'y a rien d'autre comme ça. Et il y a une sorte d'easter egg très intéressant dans ce boîtier et dans cette montre.
Est-ce que tu sais ce que c'est, cet easter egg? Tu parles du profil latéral du boîtier. Si tu regardes le reflet dessus, j'étais en train d'apprendre ça. C'est aussi à l'envers, donc un polissage miroir. Et à cause de sa nature et de la partie presque en retrait sur le côté du boîtier, dans les reflets, tu apparaîtras à l'envers. Donc c'est un jeu très fantaisiste là-dessus, et je pense que c'est une chose avec laquelle il est évident que M. Balloir joue, et ça fait partie, je pense, du charme de la pièce. Et c'est sensationnel, mais aussi portable, fin, et ça correspond beaucoup au profil classique qu'on pourrait voir. Sortant de la catégorie plus établie, comme j'aime le dire, nous allons aussi examiner d'autres horlogers indépendants, mais c'est sûrement l'un des aspects les plus cool de cette montre. Je suis content que tu aies mentionné ça parce que j'avais complètement oublié cette fonctionnalité, c'est incroyable. Ouais, passons maintenant à cette pièce du milieu ici. C'est une chose que je n'ai évidemment encore jamais vue chez personne. Comme ce sera le cas pour beaucoup de ces montres, il n'y en a que quelques-unes que j'ai réellement pu manipuler en personne. Donc s'il te plaît, continuons ici. D'accord, donc cette pièce ici au milieu est une montre très spéciale. D'accord, c'est une pièce qui, à première vue, n'est peut-être pas tout à fait reconnaissable ou identifiable. Ceci est une collaboration de F.P. Journe avec le musée Barbier-Muller à Genève, en Suisse. C'est un admirateur et un ami de la famille là-bas. Et ce qu'il a fait en 2017, c'est qu'il a présenté un prototype qui a été offert à la fondation Only Watch, et cette pièce s'est vendue à un très bon prix à l'époque. Ils ont ensuite réalisé une série successive de 10 pièces qui ont été fabriquées. Maintenant, certaines d'entre elles sont allées à la famille, je ne sais pas combien exactement, mais il y en a vraiment là-bas. Il ne semble pas y avoir de registre, mais parmi les pièces restantes, il y en a, disons, pas plus de 7 qui sont jamais arrivées sur le marché. Cette journe est probablement l'une des journes les plus rares sur le marché, que ce soit en édition limitée ou en termes de production. Un petit mot sur ce boîtier incroyable. Tout ceci est incrusté de jaspe. Il y a plus d'une centaine de pièces de jaspe incrustées. Tout est maintenu et encadré dans ces cellules avec des fils d'or. Le fond du boîtier présente également exactement le même style que le cadran. C'est un fond de boîtier à charnière. Et lorsque vous l'ouvrez, vous découvrez le célèbre mouvement Journe 1304. Voilà ce que vous verriez dans la Crowner Sovereign, et c'est vraiment une pièce remarquable. Il y a aussi une deuxième pièce qui fait partie de cette collection. Je n'ai pas vu cette montre, mais pour moi, c'est l'un des modèles Journe les plus remarquables qu'il ait jamais créé. Et encore une fois, c'est potentiellement l'une des pièces modernes les plus rares. Il est clair qu'elle ne porte pas seulement son nom. C'est une collaboration, mais cette montre est vraiment spectaculaire. Sa couleur incroyable, une véritable œuvre d'art dynamique. Au début de la carrière de Jorn, je veux dire, c'était quelque chose qu'il faisait. Il avait des montres qui portaient sa touche artistique. Ce n'était pas forcément signé de son nom à l'époque. Il produisait également dans les années 90 des mouvements pour de grandes marques comme Piaget et Cartier qui utilisaient certains de ses calibres. Donc vu l'époque et le moment où cela est sorti, c'est aussi... Oui, À ce stade, après ça, je veux dire, Journe, c'est Journe. Les gens connaissaient déjà son importance dans l'industrie et il ne fait plus vraiment ça maintenant. Aujourd'hui, si tu obtiens une montre Journe, ça ne sera pas caché. On sait que c'est une Journe. c'est une montre Journe. Bien sûr, il faut aussi noter que cette montre est sortie un peu avant ce qu'on appellerait la vraie ruée vers les montres Journe. 2019-2022. Oui, cela s'est produit à la fin de 2019, où nous avons vraiment vu ces montres devenir extrêmement populaires. Donc, vous savez, c'est une pièce antérieure à cela et c'est vraiment un boîtier remarquable et tout simplement une montre magnifique. Oui, Et nous avons une montre ici, et nous allons faire cela en différents ensembles, n'est-ce pas? Nous allons passer par plusieurs ensembles différents ici. Donc la dernière montre que nous avons dans le plateau pour ce trio est une montre d'Arnold et Fils. C'est la Luna Magna. Nous hésitions un peu sur ce qu'il fallait inclure, et une partie de ce que je recherchais ici était. Nous voulions aussi mettre en avant la complication, montrer la rareté, mais nous voulions également présenter des pièces qui étaient visuellement vraiment captivantes. c'est ça. Et c'est le type de montre qui correspond à cette dernière catégorie. C'est la plus grande phase de lune tridimensionnelle jamais intégrée dans une montre bracelet. Elle est sortie en 2021. La phase de lune elle-même mesure 12 mm. Elle est divisée moitié météorite, moitié opale. Sa phase de lune bidirectionnelle est précise à plus de 120 ans. Sur le fond du boîtier, vous avez aussi, ce que je trouve vraiment sympa, une indication visuelle des différentes phases de la lune. Donc si on a besoin d'aide pour le réglage, c'est remarquable.
Et comme c'est en 3 dimensions, si vous regardez une phase de lune, la plupart du temps, vous allez simplement la voir depuis l'avant du cadran. Par exemple, vous retournez cette montre et je vois juste comme le côté opale, cette énorme structure ressemblant à une bille ici, et elle est bidirectionnelle. Donc quand vous la bougez, je veux dire, c'est incroyable de voir la rotation de cela. Et comme tourner. C'est vraiment, je veux dire, visuellement, c'est un, je veux dire, décor. C'est probablement ce qui rend ça amusant. Pour être tout à fait honnête avec vous, oui, sinon c'est juste une montre à 2 aiguilles. La météorite est saisissante avec une belle couleur. Elle mesure environ 15 mm d'épaisseur, donc l'espace de travail était limité, ce que j'ai dû garder. C'est très compact. Mais si vous avez une taille de 12 mm pour votre véritable phase de lune, je veux dire, vous comprenez les limites. Une autre caractéristique vraiment sympa de cette montre, c'est que la piste des 12 heures ainsi que l'opale sont en boucle. Donc la nuit, quand il fait sombre, vous pouvez en fait voir une partie de la phase de lune s'illuminer. Et je pense que ça ajoute vraiment un autre charme visuel à tout ça. Aujourd'hui, Arnold et Fils fabriquent des centaines de montres chaque année. Donc, ils font partie du groupe Citizen, tout comme Angelus et d'autres marques de ce genre, que je trouve vraiment sous-estimées. Mais c'est probablement ma pièce préférée de Arnold et Fils, et elle était en météorite. Et étrangement assez simple. C'est le cas, oui. Juste pour vous donner un aperçu de la suite, aujourd'hui, on va appeler ça la montre simple. En continuant, John, passons à un autre pilier de cette collection, l'ange. Je pense qu'on est dans les environs de près de 20 montres de l'ange dans la collection, donc il a été très difficile d'essayer d'identifier une seule montre pour représenter la marque. Nous avons finalement choisi la Lumen, l'édition Zeitwerk Lumen, et c'est une sortie de 2021, n'hésite pas à nous la présenter. Et moi, c'est l'une de mes montres préférées. Elle est magnifique. Donc, c'est essentiellement une génération après ou à peu près les modèles originaux de Zeitwerk. Cette pièce en or miel est limitée à 200 exemplaires. Sa principale différence mécanique au quotidien est sa réserve de marche prolongée. Le modèle original avait une réserve de marche courte, environ 36 ou 38 heures. Ici, elle atteint 72 heures, ce que la plupart des collectionneurs et passionnés de l'ange apprécieront. Et en plus, nous avons le réglage du saudeur avec le poussoir pour cette nouvelle génération. C'est ça. Donc, vous avez aussi cette fonctionnalité. Et puis, vous savez, on a cette montre mécanique digitale remarquable. Vous avez ce verre saphir fumé qui fait office de cadran. Vous pouvez évidemment voir les composants derrière, les roues qui affichent l'heure, et puis ses capacités lumineuses. Dans l'obscurité, c'est spectaculaire. Oui, c'est pour ça qu'elle s'appelle Lumen. Tous ces chiffres, y compris ceux dans les ouvertures, vont être illuminés. En plus, à travers le cadran fumé, on peut aussi voir les autres chiffres briller, ce qui est vraiment spectaculaire. Cette génération a aussi introduit un nouveau pont de remontoir linéaire sur le côté revers. Vous avez ce levier qui va tomber toutes les 60 secondes, ce qui va aider avec cette transmission, parce que tu as mentionné la consommation d'énergie de cette première génération. Je pense qu'il y a eu un processus d'apprentissage pour qu'il puisse entraîner tous ces disques. Et dans cette séquence, au sommet de l'heure, vous allez avoir un changement de 3 disques différents en même temps. C'est ça, et c'est ce qui est difficile. Exactement. Et puis, la régularité de l'alimentation en énergie depuis le barillet concerne toutes les montres numériques et tout aspect de la chronométrie. Il faut s'assurer que le transfert de puissance est constant du premier remontage au dernier et tout au long de ce processus. Donc, ils ont parfaitement réussi. Je veux dire, c'est une montre tellement belle et saisissante. Elle ne sonne pas les heures, mais elle marque les esprits. Nous n'avons même pas vraiment évoqué le honey gold comme matériau. Quand on l'a touché, on s'est demandé, est-ce du platine? Oui, je suis assis et je la regarde. De mon point de vue, en regardant la montre, elle paraît comme un métal blanc. Et puis, en m'asseyant à côté et quand la lumière la frappe, on voit cette teinte douce et rosée. C'est magnifique. Quel bel écran. Oui, c'est un alliage exclusif pour l'ange, et c'est une combinaison d'or rose, d'or jaune, mais je le vois plutôt comme de l'or jaune. C'est comme un or jaune très atténué, très pâle. On peut le voir à une certaine distance, même avec l'éclairage actuel. Ça ressemble presque à un boîtier blanc, c'est vrai. Maintenant, passons à la suite. On parlait de complications. Là, on commence vraiment à changer de niveau sur ce plateau. On passe à la série Duomètre. C'est une collection de JLC. C'est, si vous êtes initié, comme un joyau précieux de ce dont ils sont capables. Le concept entier, c'est ce 2 en 1, donc vous avez un mécanisme pour l'heure standard, un autre pour la complication. Ici aussi, nous avons quelque chose d'assez unique à présenter. C'est exact. Donc, nous regardons le sphéro-tourbillon qui est vraiment, je veux dire, une expérience visuelle sensationnelle, si ce n'est plus. J'adore la collection Duomètre. Nous en parlions tout à l'heure.
C'est probablement ma série préférée que Gigi Lecoultre propose. J'apprécie vraiment cela et je pense que c'est là que les collectionneurs ont tendance à regarder leur meilleur travail. Et bien sûr, il se passe beaucoup de choses ici, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc, nous avons les deux trains d'engrenage, nous avons l'unique organe régulateur, et ensuite nous regardons cette incroyable turbine qui tourne sur plusieurs axes. Maintenant, elle pointe vers moi, puis bientôt vers vous. C'est une démonstration sensationnelle d'artisanat. Je pense que c'est la meilleure façon de dire cela. Donc, vous voyez certaines des fonctionnalités dont nous avons parlé, comme l'affichage sur 24 heures, vous avez l'affichage standard sur 12 heures, puis vous avez une fonction de date à aiguille pour la date. Une réserve de marche pour chacun de ces barillets, un pour la turbine, et puis un sera destiné aux complications et un autre sera simplement pour l'affichage général de l'heure. L'autre chose à souligner concernant les tourbillons en général, c'est qu'en théorie, ils servent à corriger les erreurs de position des montres de poche. Cela remonte à la fin des années 1700. Tout cela était bon en théorie, mais je pense que l'un des défis était que la montre devait rester dans une position statique. Donc, si vous vouliez aller plus loin et vraiment contrer tous les aspects de la gravité, un tourbillon multi-axe a effectivement plus de sens sur le plan théorique. C'est vrai. Et c'est quelque chose qu'ils font souvent avec certaines de leurs montres. Et rien que la cage elle-même, je crois qu'il y a plus de 100 composants rien que pour cette petite cage. Je n'en doute pas. C'est une montre très complexe, et à chaque fois que je vois ce genre d'objet, c'est un grand honneur et plaisir. Maintenant, nous passons à une marque dont je pense que nous avons 15 à 20 pièces dans la collection. Donc, essayez d'en identifier une qui représente. C'est techniquement une grande complication 6102, ce qui est assez remarquable d'en avoir une grande complication. Et je pense que celle-ci est vraiment spéciale, très romantique. Oui, je sais que tu as de nombreux liens avec Patek, ayant dirigé une boutique qui a vendu cette marque pendant longtemps. J'aimerais donc que tu me la présentes. Oui, alors pour moi, je vais te donner un peu de contexte sur ma carrière avec Patek Philippe. Et c'est la toute première Patek Philippe que j'ai jamais vue. Et personne ne le sait, c'est la première fois que je le raconte vraiment. C'était bien la Sky Moon Tourbillon, la 5202R. J'avais 17 ou 18 ans quand mon patron me l'a remise en disant « Occupe-toi de ça, c'est une montre d'1 million de dollars ». À l'époque, je faisais de la photo et ce niveau de confiance. Donc, j'ai été introduit à Patek essentiellement par le biais de la Célestial, la partie grande complication de leur catalogue. Et ça, pour moi, c'est nostalgique d'une certaine manière, tu vois. Donc, ce mouvement, c'est le 6102R. Donc, le modèle de génération précédente était le 5102. Et en gros, ce que nous regardons, c'est une Celestial. Donc, celle-ci s'appelle la Celestial. Le mouvement n'est pas trop compliqué. En fait, ce sont des pièces en saphir multicouche et il affiche la carte du ciel au-dessus de Genève. Vous pouvez observer la phase de la Lune alors qu'elle tourne dans une ellipse oblongue représentant le ciel chaque nuit selon l'heure et votre latitude. La différence avec la génération précédente est la présence de la date périphérique et de la date à aiguille. Donc, vous savez, c'est l'un des plus grands paddocks, c'est sûr. C'est un boîtier d'environ 44 mm, donc ils ne font généralement pas cette taille-là. La Grandmaster Chime va être aussi grande. La Sky Moon Tourbillon aura ce type de boîtier. Cette version en or rose me semble la plus marquante, avec ce ciel noir profond contrastant avec l'or rose. Ma combinaison préférée, ce sont ces trois-là, gris foncé et noir avec l'or rose. C'est superbe. Un de ces poussoirs activera cette fonction, tel le disque en saphir rotatif qui met en valeur la vue du ciel avec les amas d'étoiles qui la composent. Exactement, exactement. Donc en fait, c'est pour régler la montre. Ce n'est pas trop complexe. Certaines montres sont difficiles à régler à cause de leurs complications, mais celle-ci est facile à configurer. Vous obtenez la ligne d'horizon pour 7 heures dans l'hémisphère nord. Donc même si le ciel serait techniquement au-dessus de Genève, c'est bien l'hémisphère nord. Où que vous soyez dans les Amériques, vous auriez le même cadran. Et puis Microdor, le mouvement 240. 240. Magnifique calibre Microdor, Jarmax, donc vous avez tout. Vous avez le Sopatek pour Vous savez exactement, donc vous êtes 22 sur celui-ci. C'est bien pour ce calibre, pour cette montre. correct, oui. Et donc, les poinçons que vous associeriez à une Patek moderne sont là. Le poinçon Patek en acier plutôt que le poinçon de Genève, qui aurait été sur les générations précédentes. Et puis, vous savez, ils apportent un niveau de raffinement et de finition pour lequel ils sont évidemment très réputés. Mais il reste vrai que très peu d'entreprises peuvent produire ce qu'ils produisent de mieux au monde. Très bien, John. Nous avons un groupe de 3 ici et nous en discutions juste avant d'enregistrer. Personne au monde n'a actuellement 3 montres aussi cool sur un plateau que celle-ci. Je suis totalement d'accord. Nous avons donc devant nous 3 des meilleures maisons indépendantes modernes au monde.
Des noms que notre public connaît peut-être ou peut-être pas. Mais je pense que ce qu'ils vont apprendre de ces 3 pièces, c'est la quête de l'excellence chronométrique. Alors, est-ce qu'on commence avec Grunefeld? Allons-y. Parce que ce n'est pas n'importe quel Grunfeld. C'est une pièce incroyable, aussi en platine, dont il n'existe peut-être que quelques exemplaires dans le monde, enfin, on ne sait pas vraiment. Je veux dire, ce n'est pas une pièce de production standard. Exactement, ils l'ont fait en acier. Je crois que l'autre métal du boîtier est le tamilum, et donc les deux se sont immédiatement vendus. Donc ceci est une édition platine. En plus, qu'est-ce qui rend cette pièce spéciale? Ce sont les frères néerlandais qui ont lancé la marque il y a environ 10 ans. Et voici leur chronographe maintenant, c'est leur interprétation d'un chronographe. Ce qu'ils essaient de contrer, c'est que lorsqu'on réinitialise un chronographe, il y a beaucoup d'énergie qui entre en jeu sur deux plans. D'abord, il y a cette trotteuse du chronographe qui doit revenir en position. Mais la véritable raison pour laquelle ils ont développé cela, c'était pour contrer la brutalité des marteaux lors de la remise à zéro. Lorsqu'un chronographe se réinitialise, des cames en forme de cœur reçoivent un marteau à plusieurs bras qui tombe en place, réinitialisant ainsi toutes les fonctions du chronographe. Quand cela se produit, ça se passe en une fraction de seconde. C'est complètement sous tension, ça descend, ça frappe, et cela peut provoquer beaucoup de friction. Donc, leur façon de contourner ce problème, c'est comment pouvons-nous concevoir un chronographe qui, lors de la réinitialisation, permettrait un retour progressif en position? Ils se débarrassent des marteaux, il n'y en a plus. Et à l'avant de la montre, l'aiguille des secondes du chronographe revient progressivement en position. C'est très poétique. Donc leur façon de faire cela, vous pouvez en fait le voir juste ici. Ils utilisent une roue régulatrice, très similaire à celle d'une répétition minute. Et lorsque vous démarrez, prenez une action, ça va se charger, puis s'arrêter, se réinitialiser. Cette roue va tourner et elle va contrebalancer la force pour permettre à l'aiguille des secondes de revenir progressivement en position. Il n'y a rien d'autre comme ça. Et c'est aussi vraiment intéressant. Du côté du cadran, vous pouvez voir l'activité de cette remise à zéro avec cette roue-là à 3 heures. Oui, exactement. Donc Tim et Bart avaient leur expérience de travail avec Renault et Pop. Ils étaient dans la division des répétitions minutes. Donc, ils ont utilisé, je veux dire, c'est essentiellement un accomplissement de carrière dans le sens où ils ont utilisé beaucoup de cette réflexion pour développer ceci. Et c'est pour ça que vous avez cette fonction de remise à zéro vraiment fascinante. Et l'autre chose qui est géniale avec ces gars-là, c'est que, tout d'abord, ils sont très appréciés. Tous ceux qui ont déjà interagi avec eux les adorent. Je ne les ai jamais rencontrés, mais j'ai entendu dire qu'ils sont très terre-à-terre. Ils sont terre-à-terre, joviaux et ont de formidables personnalités. Et ils font les choses à leur manière. Leurs créations sont uniques en leur genre. Ce boîtier est l'un de mes préférés parmi les modèles modernes. Il a des cornes sculptées. On peut le voir sur les boîtiers Principio 1941, qui sont d'ailleurs l'une de mes montres habillées préférées, la Monero. J'adore vraiment ces pièces. Et donc, vous savez, il y a aussi cette disposition de cadran vraiment intéressante qui n'est pas symétrique, mais tout fonctionne parfaitement ensemble. C'est magnifique, c'est en relief. Il y a un très beau contraste entre les plaques du cadran et le cadran de base. Vous avez aussi un indicateur de réserve de marche très cool en haut. Oui, pour que vous le voyez chez vous et qu'on le montre à la caméra. Mais vous pouvez voir quand vous réinitialisez, regardez cette roue à 3 heures. C'est plutôt cool, non? Et c'est un gagnant du GPHP dans la catégorie chronographe. Il y a quelques années, dès qu'elle est sortie, je me suis dit, il n'y a aucune chance que cette montre ne gagne pas dans cette catégorie, elle doit gagner. Je suis tellement content qu'elle ait gagné. C'est une belle représentation de la pensée moderne sur le chronographe. C'est absolument ça, et il faut aussi mentionner que les chronographes sont un peu partout, non? On en parle souvent, mais c'est une complication vraiment majeure à développer. Absolument, surtout à ce niveau-là. Finition fine, artisanale, c'est ça, parce que quand on parle d'une montre à ce niveau, ce sont des composants individuels qui sont finis, et un chronographe va avoir des dizaines et des dizaines de composants en plus par rapport à une montre traditionnelle à 3 aiguilles. Donc tout cela va ajouter des aspects supplémentaires à l'étape. En parlant de finition à la main, passons à Rex Sepp. Donc, c'est un gars dont je me souviens. Quand on a commencé à faire connaissance, on parlait de qui allait émerger, qui était le prochain, ce qui se passait. C'était un gars dont on parlait d'Acrivia, on parlait de Rajap. J'ai entendu dans des interviews, là, comme François-Paul Journe, quand on lui demandait qui était le prochain, à qui il passerait le flambeau qui représentait la prochaine génération. Il faisait référence à ce monsieur juste ici. Et c'est, vous savez, un jeune horloger. Je crois qu'il a juste 35, 36 ans.
Oui, je veux dire, il est jeune, et son travail s'est avéré être parmi les œuvres modernes les plus importantes, à mon avis. Cette montre est immédiatement devenue une pièce très recherchée parmi les collectionneurs, et elle est absolument magnifique. Je veux dire, quand on voit ce genre de design contemporain sur une montre, c'est une classique à 3 aiguilles. Il n'y a aucune complication. C'est simplement l'art d'assembler la meilleure montre possible dans un format intemporel. Thomas, boîtier de 38 mm. Voici la version en or rose avec un cadran noir, un magnifique jeu d'aiguilles. Le cadran est exceptionnel et le mouvement est aussi bon que possible. Et juste pour donner un certain niveau d'appréciation et planter le décor, c'est un attrait similaire à, disons, un Dufour, n'est-ce pas? C'est juste de la pureté. C'est la pureté de l'exécution que nous regardons ici, mais c'est le début du spectacle. Je veux dire, le mouvement est incroyablement abouti. Et un autre point important, je veux dire, il est de la vieille ville de Genève. Je veux dire, il fait beaucoup de ce travail, pratiquement tout le travail lui-même. Les boîtiers, toutes les roues, des roues dorées, des angles internes partout. Je veux dire, il n'y a vraiment pas un seul endroit sans angle interne là-dessus. Et c'est ce genre de choses que l'on voit ici, là où l'horlogerie artisanale entre en jeu. Parce que ça ne peut pas être fait à la machine. Ces angles internes, ça ne peut pas être fait efficacement. Et ils vont utiliser des techniques traditionnelles, du bois de gentiane, toutes les cuvettes pour les vis. Habituellement, quand on voit des cuvettes, l'épaisseur de la cuvette et le polissage, on ne voit pas un polissage aussi épais pour ces cuvettes. Je veux dire, c'est vraiment remarquable aussi pour les bijoux. C'est incroyable à regarder. Incroyable à regarder, et ce qui est aussi appréciable et que j'apprécie, et je pense que toute personne qui possède cette montre aussi, elle a aussi une très bonne réserve de marche, donc il a vraiment mis beaucoup de choses dans ce seul barillet. Et puis, c'est aussi un mouvement à battement plus lent. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle fonctionne toujours à 18 000 alternances par heure. Donc, elle a aussi ce côté montre de poche classique, ce que, vous savez, j'apprécie vraiment. On ne voit plus de mouvement à 18 000 alternances par heure sortir des usines aujourd'hui. Nous passons à la dernière pièce ici. Explique-nous, c'est la première fois que je vois cette pièce en vrai. Je connais l'homme qui adopte une approche plus scientifique et mathématique de l'horlogerie, et ceci est la version inversée d'une pièce spectaculaire. On a ici la Central Impulse Chronometer Inverto, signée Bernard Lederer. Voilà. Alors, cette montre, qu'est-ce qui est fascinant à son sujet? Peignons un tableau de qui est l'horloger. Donc, il fait en fait partie de la deuxième génération de la HCI. Il est là depuis un certain temps, ce n'est donc pas un nouvel horloger. Il fait cela depuis 4 décennies, mais au fil des ans, il a sorti des montres vraiment intéressantes. Et cela, je pense, a captivé beaucoup plus l'attention des traditionalistes de notre secteur. Donc, cette montre est conçue spécifiquement pour la performance chronométrique, et c'est tout. Il y a beaucoup de choses à observer, mais il s'agit d'une montre à 3 aiguilles uniquement. D'où vient cette inspiration? Donc, cette inspiration pour ce mouvement s'inspire en fait de l'échappement à double roue indépendant du docteur George Daniels, qui est un échappement très célèbre. On le retrouve dans la Space Traveler 1 et 2, sans doute les plus grandes pièces de George Daniels, n'est-ce pas? Donc, il prend ce problème que George Daniels a identifié dans son livre, la montre. Il pensait que l'échappement qu'il avait créé était le meilleur jamais réalisé, ou du moins le meilleur qu'il pouvait imaginer. Évidemment, George Daniels est connu pour le coaxial, mais il pensait que c'était celui-là, pour la montre de poche. Le problème, c'est qu'il ne pensait pas que cela pourrait un jour tenir dans une montre bracelet. Il a conseillé à Bernard Letter de se concentrer sur les montres bracelets plutôt que sur les montres de poche, ce qui a aidé sa carrière dès le début. Il n'avait pas vraiment de relation, d'après ce que je comprends, mais il a voulu rencontrer George Daniels pour lui montrer cela, et je pense que Daniels a été impressionné. En fait, son projet académique ou la pièce qu'il a réalisée pour entrer à l'académie était une magnifique pendule de bureau. Ce calendrier perpétuel restait précis 5200 ans et avait une phase de lune de 800 ans. Il a donc été impressionné et avait réalisé tous les calculs sur les engrenages lui-même, ce qui a vraiment marqué George Daniels. C'est ainsi que la relation s'est établie. Et cela a littéralement été un travail de labeur et de science pendant plus de 20 ans pour en arriver là. Ici, il s'agit de la version inverto, où le mouvement est essentiellement inversé, donc nous avons un mouvement inverse. À l'arrière, on retrouve le côté cadran, comme sur les autres versions, mais ici, il est noirci. Je crois que c'est du titane avec un revêtement DLC, donc on ne peut pas vraiment voir grand-chose du cadran, mais il y a un motif à l'arrière. Et puis, ce qu'il a aussi fait, c'est que cet échappement est incroyable, d'accord?
Donc vous avez un échappement à double détente, et les échappements à détente ne se trouvent généralement pas sur les montres. Des indépendants ont tenté cela avec succès. Raoul Pagès en a réalisé un, Kerry Poutilenen en a essayé un dans une de ses montres, et Christophe Claret l'a fait aussi. Cela associe également un échappement à détente, qui est une tige plus longue, avec ces jeux qui sont très serrés. Et c'était là la difficulté qu'ils ont rencontrée, c'est d'amener cela à un niveau où les tolérances et la géométrie des pierres de blocage sont vraiment incroyables. Je veux dire, c'est une merveille mathématique. Si je me souviens bien aussi. Je me rappelle avoir entendu une histoire où Daniels lui posait des questions sur la façon dont il avait réussi à faire cela. Comme « Quel mathématicien avait-il utilisé pour faire les calculs ?» Il a répondu « Je l'ai fait moi-même ». Oui, il l'a fait lui-même et donc il a vraiment accompli des choses très intéressantes. Et d'autres montres qui font partie de son portfolio sont comme la tourbillon Yuri Grégarien qui ne ressemble absolument pas à celle-ci. Cette montre au look extravagant a permis des choses très intéressantes. C'est certainement, pour moi, l'une des grandes montres de la dernière décennie, l'une des montres les plus importantes de ces 10 dernières années, en ce qui concerne la façon dont il a réussi à miniaturiser cet échappement et, en gros, à créer ici une pièce d'horlogerie extraordinairement efficace. Très bien, John, nous avons ici une marque indépendante, puis nous verrons des marques plus aristocratiques. Commençons par Fernand Barthoud et le modèle FB3. Tu veux que j'en parle, John? Tu veux en discuter? Vas-y, oui. Et c'est une pièce qui met en avant certains éléments pour la marque. Le chronomètre marin a une riche histoire. La chronométrie est au cœur de l'identité de cette marque. Donc toutes leurs montres modernes sont conçues à travers ce prisme, et c'est ce qu'ils essaient de faire renaître avec des designs contemporains. Donc une montre très simple dans l'ensemble de ce que nous regardons aujourd'hui, bien sûr très joliment finie. Parmi les montres que nous avons vues jusqu'à présent, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai été impressionné en la posant sur la table. Voici donc quelques points forts. Affichage des 60 secondes, vous avez une réserve de marche, et puis la véritable vedette du spectacle, cependant, se trouve sur le côté gauche. Donc, vous avez un échappement traditionnel, mais chaque composant individuel de l'échappement possède son propre pont. Vous avez ce grand pont qui sera surélevé pour passer au-dessus du balancier. Ensuite, au pivot central de l'ancre, il y aura aussi un pont, et il y en aura un également pour la roue d'échappement. La vedette, cependant, se trouve au centre du balancier. Celui-ci va utiliser un spiral cylindrique, et un autre aspect intéressant de cette montre se trouve sur le côté. Si vous le regardez à travers cette petite fenêtre, tout ce que vous voyez est parfait. Le spiral cylindrique est magnifiquement mis en valeur, alors pourquoi utiliser un spiral cylindrique? Historiquement, cela était utilisé dans de nombreux chronomètres marins il y a des siècles. La raison d'un spiral cylindrique vertical est la suivante. Lorsque le balancier oscille, la nature concentrique permet en fait au balancier de respirer de manière plus fluide. L'avantage principal de cela vient surtout des points de pivot. Donc cela va en fait contrebalancer la friction qui se produit à ces pivots pour permettre à cette oscillation libre de se produire. Ceci est également une montre certifiée chronomètre. C'est exact. Et ce que j'apprenais, c'était que pour ce spiral cylindrique, il faut à un artisan une journée entière rien que pour façonner le spiral. C'est remarquable, vraiment remarquable, oui. Et il y a environ 150 heures de travail manuel pour la finition de chacun de ces mouvements et boîtiers, donc c'est une pièce très exigeante en main-d'œuvre. Je dirais que parmi toutes les montres que nous avons vues et tout le reste, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants que nous avons couverts jusqu'à présent, que celle-ci est certainement parmi les pièces les plus finies et assemblées à la main que vous verrez jamais. Et cela fait partie du tableau plus large où cette marque se positionne. Oui, je veux dire, le niveau de production est très faible. Je pense qu'il s'agit probablement de quelques dizaines de montres par an, je n'en suis pas totalement sûr. Je veux dire, peut-être même à ce niveau. Oui, vu le travail que chaque pièce demande. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont du soutien financier. Avec tout le travail que demande chaque montre, heureusement qu'ils ont derrière eux le soutien financier de la famille Chaufelet. Et justement, parlons de Chopard. Oui, et s'il te plaît, allons-y, passons à la suite. D'accord, donc super transition. Super transition. Nous avons donc vu des complications vraiment impressionnantes. Nous avons vu le sphéro-tourbillon et ici, nous découvrons notre première répétition minute et pas n'importe laquelle. Ceci est la Chopard Full Strike Skeleton, donc Chopard est l'une de ces marques horlogères vraiment intéressantes que j'ai appris à apprécier et à aimer au cours de la dernière décennie. Leur travail est phénoménal, de l'Alpine Eagle jusqu'aux montres à complications. Je pense que les passionnés et les acheteurs de la marque savent que la finition, surtout dans la division LUC, est d'élite. Vraiment. Des montres estampillées du Poinçon de Genève. Exactement. Ça va encore plus loin pour beaucoup.
Nous devrions probablement expliquer ce que signifie le poinçon de Genève dans ce contexte. Donc le poinçon de Genève est vraiment une sorte de référence en matière de finition des montres suisses. Très peu d'entreprises l'utilisent ou se voient réellement décerner ce poinçon. Vacheron Constantin est certainement la marque la plus célèbre à l'avoir. Chopard là aussi. À l'époque, nous avions Patek Philippe, Roger Dubuis. Et il faut être dans le canton de Genève. Oui, il y a ces conditions. Donc, l'une des grandes choses dans les années 2000, c'était que, si Jordan n'entrait pas, il y avait d'autres marques qui n'auraient peut-être pas obtenu le poinçon. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas dans le canton de Genève que leur finition n'était pas aussi bonne. C'est une déclaration importante pour la qualité de la montre qui sort de Genève elle-même. Pour cette montre, de nombreuses marques proposent une répétition, mais celle-ci possède des astuces uniques. Oui, il y a 2 points importants. D'abord, nous sommes assis, car c'est ma première manipulation. Il n'y a pas de glissière pour activer la répétition minute, habituellement présente sur ce type de montre. Parfois, elle est petite, parfois, elle est un peu plus grande. On peut vraiment la voir dépasser sur le côté du boîtier. Donc ici, c'est une répétition minute activée par la couronne. Et puis, il y a le timbre. Le timbre est en saphir, un timbre en saphir. Donc avec cela, l'acoustique est améliorée. Et si vous achetez une répétition minute, le but, c'est de pouvoir l'entendre, n'est-ce pas? Je veux dire, ça n'a aucun sens d'acheter une répétition minute si vous n'allez pas pouvoir l'entendre. Et je pense que c'est l'une de ces répétitions minutes qui a un son incroyable. Oui, parce qu'il y a le boîtier et la façon dont cette vibration va être amplifiée. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'avec le saphir, l'utilisation du saphir comme timbre, cela aidait vraiment à cette amplification. C'est le son lui-même. Vous l'amplifiez. Et avec les métaux précieux, très souvent ce son sur les matériaux traditionnels des timbres est un peu étouffé, il est absorbé. Le platine est bien connu pour étouffer le son. Maintenant, ce n'est pas le cas ici, c'est un boîtier en or jaune, mais je suis impatient d'entendre comment cela sonne. On y va? Oui, allons-y, assurons-nous d'y aller. Et il y a 2 sens de remontage, un pour l'heure traditionnelle et un autre dédié à la répétition minute. Donc, quand le ressort est chargé et que tout est prêt, on règle l'heure sur un joli moment. Oui, j'essaie de le régler pour qu'on entende le quart d'heure, les 3 quarts d'heure. Voilà, oui. Que dirais-tu d'aller à... On met 12h59. Allons-y. Parce qu'à cette position, 12h59, tu obtiens toutes ces notes différentes avec 3 carillons différents. Grâce à cette réserve de marche, il peut faire sonner ce carillon à 12h59 environ 12 fois. Ils sont donc très efficaces et y parviennent. Fantastique. Fantastique. Donc, il y a quelque chose que je sais. Acoustiquement, c'est fort. C'est vraiment fort. Je peux l'entendre. J'ai été surpris, en fait, à quel point c'était fort. La cadence, typiquement sur une répétition minute, d'après mon expérience avec elle, à mesure que l'on s'approche des dernières notes, ça commence à s'essouffler et l'espacement commence à s'élargir un peu. Ici, il n'y avait rien de tout ça. Oui, ils ont éliminé une partie de l'espace mort entre ces séquences. Et une autre chose que vous pourriez remarquer aussi, si vous avez eu plusieurs répétitions minutes devant vous, vous pourriez le remarquer encore plus, c'est la roue régulatrice, quand elle tourne très rapidement. Exactement. C'est comme un petit bruit de sifflement, un peu comme un petit insecte à un moment donné. Je ne l'entends pas du tout. Silencieux. Silencieux. Oui, c'est aussi ce que j'allais dire. Et tu peux voir les deux. Du côté du cadran, parce que c'est la version squelettée, il existe une version qui a essentiellement le cadran, qui est complet, sauf pour l'exposition des marteaux. Donc l'autre chose intéressante, ce sont les marteaux du côté du cadran, n'est-ce pas? Donc tu peux voir ça, peu importe le modèle ou la version. En fait, ils font pareil avec leurs autres pièces à sonnerie. Ainsi, tu as toujours un marteau à l'avant. Je pense que si tu veux le voir et l'entendre, fais-le correctement. Place-le côté cadran. Et des cadrans entièrement en saphir sont possibles là aussi. Cadran entièrement en saphir, on peut le voir. L'un des plus complexes. Aussi, il faut noter qu'elle est à remontage manuel. Évidemment, on t'a vu la remonter et tu remontes dans les 2 sens. Très bien, ce sera dur à surpasser, mais on continue. On a beaucoup de choses incroyables. En 2024, IWC lance une montre très spéciale pour la marque, visible pour la première fois dans la nature. J'ai vu cette montre en main plusieurs fois, mais c'est génial de la voir réellement possédée par quelqu'un. C'est l'IWC calendrier perpétuel créé dans les années 80 par Kurt Klaus. Il a créé une modification du calendrier perpétuel qui permettait de régler un calendrier perpétuel de manière beaucoup plus simple. Toutes les fonctions étant réglées par la couronne, aucun correcteur latéral n'est nécessaire, offrant ainsi une silhouette très élégante. Mais en plus de cela, c'est beaucoup plus facile, moins encombrant à voir, n'est-ce pas? Voilà donc l'histoire d'IWC. Ils sont vraiment spécialisés dans les calendriers et c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent.
Je veux dire, il y a l'ADN de pilote qu'il possède absolument, des modèles comme l'ingénieur, et il y a la portugaise. Les calendriers perpétuels comptent autant pour cette marque que le reste. C'est vrai, Le calendrier éternel va plus loin, car la plupart des calendriers perpétuels nécessitent un ajustement en 2100 avec le calendrier grégorien. Ils sautent une année, donc tu n'as pas le cycle habituel des années bissextiles. Donc la plupart des calendriers perpétuels doivent être renvoyés pour réglage. Le défi pour eux ici était donc comment dépasser cela, mais il y a aussi des moments consécutifs où tu vas avoir d'autres séquences étranges dans le calendrier grégorien. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé ce qu'ils appellent leur calendrier éternel, où cette montre n'a pas besoin d'être réglée ou ajustée par un horloger avant l'an 3999. Ils ont donc réussi à aller bien au-delà du calendrier perpétuel traditionnel en utilisant aussi l'idée de Kurt Klaus avec son réglage. Et puis l'autre aspect de cette montre, c'est vraiment génial. Pourra-t-on vivre assez longtemps pour le voir en action? Non, mais l'affichage des phases de la Lune est précis à un jour près pendant 45 millions d'années. Donc ils ont fait tous ces calculs différents, des millions et des millions. Je crois qu'en fait, c'était des milliards de calculs pour déterminer comment ils pouvaient atteindre ce niveau de précision. Mais 45 millions d'années de précision pour cette phase lunaire. c'est plutôt impressionnant. Oui, je dirais que oui, vraiment. Et l'autre chose que j'adore absolument avec cette montre, c'est que non, la IVC perpétuelle est une petite montre. Elles ont toujours eu ce grand format, boîtier de 42 ou 44 mm. Celle-ci est l'édition platine. Ce cadran et ce verre sont incroyables. De ma position, je lis le pourtour du cadran. Je ne sais même pas ce que je regarde, je vois juste des chiffres tournés vers moi. Et puis, il dépasse le niveau du boîtier, On dirait une résine sur le côté, c'est exactement comme dans mon souvenir. mais il y a cette sensation et c'est vraiment, vraiment génial. Je veux dire, c'est l'une des pièces les plus cool de toutes les grandes marques, je pense, qui ont été sorties ces dernières années. J'adore absolument ce truc, c'est vraiment fascinant. Une autre chose à souligner, donc l'une des avancées qui leur a permis de surmonter les défis du calendrier a été d'ajouter une roue supplémentaire. Ils l'appellent leur roue 400. Donc, cela est devenu une partie de la séquence pour leur permettre de contourner ce problème, ce que vous pouvez d'ailleurs voir à l'avant. C'était donc l'une des avancées qui a permis à ce calendrier éternel d'être précis jusqu'à 3999. C'était une autre avancée, une pièce incroyable, et cela montre aussi que IWC est l'une de ces marques auxquelles on pense, une marque d'entrée de gamme, mais on ne réalise pas forcément tout ce qu'il représente. Nous avons vu de vrais poids lourds aujourd'hui, et celle-ci en est un aussi. C'est clairement un poids lourd. Et d'une marque qui vend aussi un Mark XX. Exactement, c'est ça, une montre à 6 000 $, en gros. Et l'autre chose, même si c'est un calendrier qui va au-delà du calendrier perpétuel traditionnel, ils sont restés fidèles à la philosophie de Kurt Klaus. Il n'y a aucun poussoir de style sur le boîtier, nulle part. Tout se fait encore via la couronne, donc ils sont restés fidèles à leur ADN d'origine. Et puis, vous avez le magnifique et imposant mouvement à l'arrière qui met vraiment en valeur, vous savez, leur savoir-faire horloger. Oui, un autre aspect de leur histoire, c'est le système de remontage peloton, similaire au système à cliquet qu'ils ont développé grâce à Albert Peloton. Il est un designer interne chez IVC. Cela a précédé Kurt Klaus. Ils ont en fait travaillé ensemble à un moment donné. Kurt Klaus était un peu comme un protégé, vous voyez, d'une certaine manière, et ils ont travaillé ensemble. Et il a en quelque sorte repris le flambeau, mais aussi en appliquant cette technologie au système de remontage pour en améliorer l'efficacité. Donc, il y a beaucoup de savoir-faire chez IWC que beaucoup de gens ne réalisent pas vraiment, et cette montre est un excellent exemple pour le mettre en valeur. Je pense. Alors, notre prochain ensemble, John. Nous allons donc commencer ici, à gauche. En regardant une grande Seiko que j'ai déjà vue, le majestueux prototype White Birch. C'est en fait la première fois que j'en vois une en platine en vrai. Lorsqu'ils ont présenté cette pièce de démonstration, c'était il y a plusieurs années. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore d'échantillon en platine, mais c'est maintenant la première fois. Cette montre fait donc partie de la collection Masterpiece. Quelques éléments à souligner sont la gravure à la main qui va être réalisée sur cette montre. Et cela se manifeste de différentes manières. L'une d'elles est le boîtier, donc tout cela est fait à la main. Ceci est une montre du Micro Artist Studio. Si vous connaissez le Micro Artist Studio, vous savez que c'est sur le site de fabrication de Shinshu qu'ils vont produire certaines des pièces maîtresses haut de gamme avec davantage de savoir-faire artisanal. Petit atelier, un très petit nombre de montres en sortent. Mais à l'arrière, vous pouvez voir qu'il y a ce petit insigne de campanule juste à droite de la roue de glissement. Et c'est ce qui va vous indiquer que cette montre a été produite dans cet atelier, donc un boîtier en platine sculpté à la main, entièrement réalisé par un artisan dans le studio Micro Artist. Mais ensuite, plus loin, chacune
Chaque aspect imprimé du cadran, c'est le logo, c'est Spring Drive, ce sont aussi les graduations des minutes. Tout est gravé à la main. Oui, Donc c'est incroyable. Il y a aussi une étoile pointue juste en dessous de Spring Drive. Quand vous voyez ça, c'est un signe de ceci, avoir des marquages en métal précieux sur le cadran, qui seront aussi faits à la main d'ailleurs. Donc cette petite étoile, tout est fait par un artisan, vous avez un métal précieux pour les index à l'extérieur. Et puis le mouvement, donc ce mouvement est aussi produit dans le studio MicroArtist. Il y a quelques points à souligner. Celui-ci partage beaucoup de caractéristiques avec le mouvement Krator. Le 9R04, c'est l'interprétation de Grand Seiko avec une approche différente. Ici, c'est le 9R02. Il aura une réserve de marche plus longue. Vous avez donc des barilets superposés avec les ressorts principaux visibles à l'intérieur, ainsi que tous les angles intérieurs qui seront également finis. Et ce qu'ils ont fait, selon l'histoire, c'est qu'ils voulaient pouvoir faire venir au Japon ces techniques artisanales d'Europe. Et l'une des façons d'y parvenir est d'obtenir ce bois de jonction que si vous êtes dans un atelier en Suisse, vous trouverez ces morceaux de bois qu'ils ramassent dans les broussailles à l'extérieur des collines ondulantes de la vallée de Joux. Et ils les coupent. Puis à l'intérieur, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en taillant la pointe, ils appliquent une pâte de diamant à l'intérieur, ce qui permet ensuite de polir tous ces chanfreins. magnifique. Ce n'est pas originaire du Japon, donc ils ont consulté Philippe Dufour. Apparemment, oui, il demandait genre, hey, comment tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, ils ont pu collaborer avec une université locale qui récolte en fait le bois de Genshin pour pouvoir faire cela. Incroyable. Pendant que tu montres ça, c'est quoi la plaque en or? Donc la plaque en or, jusqu'à 10 caractères, je crois, ils peuvent les inclure sur cette plaque juste ici. Tu sais, ça dit simplement, tu sais, un citoyen. Le facteur d'anonymat du collectionneur apparaît ici. C'est incroyable. Cela dépend sans doute des spécifications du client, de ce qu'il souhaite. Bien sûr, le platine est un matériau difficile à travailler. Obtenir cette texture et obtenir cette beauté, la façon dont la lumière se reflète dessus est saisissante. Donc, c'est généralement un peu terne par rapport à l'or blanc. Tu sais, on fait souvent un plaquage au rhodium sur l'or blanc pour lui donner de la brillance. Cela a vraiment cette sensation caractéristique du platine qui est un peu plus terne. Et je trouve que c'est vraiment frappant de voir comment le boîtier et le cadran semblent se fondre l'un dans l'autre. Vous avez une lune Spring Drive, donc vous savez à quel point le Spring Drive est spécial. Très précis, et la finition est aussi bonne que tout ce qu'on trouve. Il faut le souligner. Tu en parles souvent avec Joe Kirk et d'autres. La finition, en particulier à ce niveau, les studios MicroArtist, Creedar, sont vraiment au sommet. C'est au même niveau que la meilleure horlogerie partout ailleurs dans le monde. Ils ont fait un travail incroyable. Un travail incroyable. Nous passons à la Brigade, un modèle de la collection Tradition. Tu veux présenter ou je m'en charge? Je la connais bien, c'est la 7077. La famille Tradition est née en tant que concept de l'Opera League Brigade dans le passé. Il y avait donc ces montres de poche avec ce design où l'on pouvait voir tout le train d'engrenage exposé lorsqu'on retirait le couvercle avant de la montre de poche, ou alors il y avait ce petit affichage des 12 heures. On revient à l'essentiel. La collection Tradition propose plusieurs modèles différents. Celui-ci est particulier car il a un seul train d'engrenage pour l'heure, affiché sur 12 heures. Mais en plus de cela, il possède un chronographe, donc le chronographe n'a pas de barillet supplémentaire pour le chronographe. Nous avons beaucoup parlé d'avoir ces doubles trains d'engrenage, mais celui-ci fonctionne d'une manière différente. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'en appuyant sur ce poussoir ici en bas, vous démarrez le chronographe. Ce qui se passe à chaque fois que vous arrêtez ce chronographe et que vous appuyez sur la remise à zéro, il y a un petit ressort lame à l'intérieur qui est tendu, donc ce que vous pouvez faire pendant 20 minutes. Vous obtenez ainsi un chronographe de 21 minutes à la demande grâce à ce petit ressort. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'à travers cette remise à zéro, cela permet de créer ce couple afin de pouvoir alimenter le mouvement de ce chronographe. Ils ont aussi fait cela pour créer un point de séparation avec l'oscillateur principal, évitant ainsi toute perte d'amplitude importante. Bien sûr, parce que lorsque vous introduisez une complication supplémentaire comme le chronographe, il arrive parfois que vous voyez un saut du chronographe, mais aussi l'amplitude de ce balancier serait affectée. Ça s'épuise un peu, exactement. C'est une façon pour eux de contourner cela. Donc, vous avez l'arrêt et le démarrage ici, juste en dessous de la couronne, puis vous arrêtez et réinitialisez avec ce bouton de réinitialisation. Cela permet au ressort de lame d'entrer en jeu, ce qui nous permet d'alimenter la montre. Et donc, évidemment, les réalisations techniques sont incroyables.
La montre semble probablement plus compliquée que, oui, simplement un chronographe. Et encore une fois, ce n'est pas juste un chronographe. Nous l'avons mentionné plus tôt. Les chronographes peuvent être parmi les complications les plus complexes développées pour n'importe quelle montre. Et Breguet a évidemment cette position exceptionnelle au sein de la communauté des collectionneurs et des horlogers. À noter aussi, c'est imposant. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Pour moi, Breguet évoque des boîtiers plus petits et fins. Vous avez ce design de boîtier classique avec une finition satinée et polie, mais la montre est assez épaisse. Il y a beaucoup d'architecture, de relief et de profondeur, ce que j'apprécie vraiment. Je suis tout à fait d'accord, oui. Et puis, pour ne pas être en reste, voici ma dernière montre ici. Oui, c'est ça. On revient un peu sur la scène indépendante. Voici la Béthune, une sorte de grande complication. C'est une pièce spectaculaire. Donc, Denis Flageolet est un horloger brillant et il fait ça depuis environ 2002, je crois. C'est à ce moment-là que Debutune a été lancé. Cette date est une partie importante de cette montre en particulier. C'est donc une montre à double face avec les fameuses cornes à charnière, des cornes à ressort et le boîtier peut pivoter. D'accord? Donc, vous avez la couronne qui est située en gros du côté de midi et vous pouvez la retourner. Et de ce côté, nous avons le calendrier perpétuel et ensuite la carte du ciel au-dessus du cadran en saphir ou en titane. Et de l'autre côté, comme nous venons de le montrer, c'est la turbine qui est ici, c'est à l'envers. Donc c'est vraiment remarquable, une pièce très compliquée, le calibre le plus compliqué jamais sorti des ateliers Debutune. C'est une montre plus grande, elle est en titane, donc elle est un peu épaisse, mais elle est légère. Je veux dire, comparé à ces deux modèles, celle-ci ne pèse presque rien, elle est vraiment légère. Quelles sont tes premières impressions quand tu vois ça? Parce que vraiment, pour moi, ça ressemble à un vaisseau spatial. Oui, oui, non, c'est exactement ça. C'est comme une approche de type extraterrestre. Ce que je trouve aussi vraiment cool avec cette montre, c'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est la turbine la plus légère. Oui, c'est ça. Le poids de la turbine elle-même, l'ensemble de la cage, est comme La plus légère au monde. la plus légère au monde. Et puis, j'ai toujours préféré des modèles comme la DB25, comme Starry, Varius, des choses comme ça, c'est plus mon style. Donc, c'est aussi un concept intéressant. Vous avez en gros deux montres en une, vous avez les deux identités de la marque, comme la DB28, la 25, tout est là. On remarque également au centre une seconde morte. Et vous avez ce genre d'échappement coaxial qui fonctionne avec ce grand levier, et vous pouvez le voir juste au-dessus des dents ici de cet échappement. Et c'est ce mécanisme qui va entraîner la seconde morte, visible sur l'extérieur. C'est ça. Et puis, quand vous revenez au graphique de nuit, donc nous avons parlé de l'ouverture de la date vers 2002, c'est à ce moment-là que la fondation de l'entreprise a eu lieu. Oui, et en retournant la montre, on retrouve cette ouverture de date apparue vers 2002 lors de la fondation de la maison. Vous avez aussi, eh bien, ce n'est pas aussi grand que l'Arnold et Fils que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez une phase de lune en 3 dimensions ici, qui indique, vous savez, quand c'est la nouvelle lune. Elles se font directement dans le cadran, et ce cadran, quand vous le bougez, il devient noir. Donc vous avez un peu le ciel bleu, puis vous avez le ciel noir. C'est tout simplement magnifique, je veux dire, vraiment. Et je pense que, vous savez, les personnes qui possèdent une David Dunes le disent tout le temps. Elle se porte vraiment bien, je trouve qu'elle est confortable. Il y a l'aspect visuel de cette montre, sa manière de se porter et la sensation réelle au poignet. Exactement. Comment elle va réellement se porter? Parce que quand vous la prenez, vous vous dites, cette montre est extraordinairement épaisse, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous l'avez au poignet, elle va en quelque sorte s'élever au-dessus de votre poignet et être confortable à porter. Très cool. Et puis la boucle est aussi une très belle boucle qui s'accorde bien avec le boîtier et les cornes. C'est vraiment un design réfléchi et je dirais, et bien sûr, j'aimerais beaucoup entendre ton avis là-dessus. Comme design de montre dans l'industrie, ils ont l'un des styles les plus distinctifs. Impossible de la manquer. Il n'y a rien d'autre qui lui ressemble vraiment. Et c'est extraordinairement futuriste dans la façon dont ils ont abordé le langage du design. Oui, il y a vraiment une dichotomie. Le romantisme de ce côté-ci, et à l'inverse, quelque chose de presque steampunk au dos. C'est assez décalé. Et la façon dont il combine ces idées, mais ce côté de la montre est esthétiquement magnifique. Je veux dire, tu as ces sortes d'amas d'étoiles, comme, tu sais, la Voie lactée ici. Les plus grandes pièces sont en fait comme des parties en or massif qui sont appliquées sur ce cadran, et puis tu as de la feuille d'or, pour disons les étoiles qui sont plus éloignées. Donc ils ont créé une impression de profondeur avec l'or qui est utilisé pour les étoiles sur ce cadran, donc c'est une pièce magnifique. Alors, John, c'est le deuxième et dernier trio, mais on voulait finir en beauté ici avec la marque que je sais que toi et moi aimons,
Et maintenant, nous avons FP Journe et plusieurs piliers de la marque. Nous avons une pièce excentrique au milieu que la plupart des gens n'ont probablement jamais vue auparavant. C'est la première fois que je manipule cette montre, et puis il y a 2 autres montres de chaque côté qui l'encadrent. Elles sont vraiment importantes à comprendre. Si vous voulez entrer dans l'esprit de François Paul, tu as dit avant de filmer que c'est ta FP Journe préférée. C'est ça. Donc l'optimum, c'est encore plus que la somme de ses parties. Vraiment. C'était ça la mission, non? Et on en a beaucoup parlé aujourd'hui de cette quête de l'excellence chronométrique et de cette perfection à laquelle aspirent les horlogers. Vous savez, c'est leur quête de toute une vie, si c'est bien ce qu'ils font dans ce métier. Et c'était vraiment sa pièce maîtresse pour aborder cela à travers différents modèles de mouvements, modifications et composants vraiment intéressants que nous voyons ici. Mais sur cette base, c'est une montre affichant seulement l'heure, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vraies complications. Le cadran est décentré avec les heures et les minutes, puis vous avez une petite seconde, vous avez votre réserve de marche, et ensuite vous avez le côté cadran de la force. Répertoire constant, ce qui en fait un design Journe très simple mais classique que j'adore absolument. Quand j'étais avec Laurent Journe, il dirige la boutique de Los Angeles et c'est aussi le frère de François Paul. Oui, Il parle en termes très élogieux de l'optimum. On voit bien que c'est vraiment une quête personnelle de François Paul de réaliser cela. Il y a quelques autres caractéristiques sur lesquelles j'aimerais attirer l'attention. Pour l'indicateur de réserve de marche, lorsqu'il est complètement remonté, il indique 0, il fonctionne à l'envers. Il rend un hommage au chronomètre marin et à une vision tournée vers le passé. Le remontoir à force constante est aussi un élément d'identité important lorsqu'on pense à optimiser l'efficacité du remontage, mais aussi la précision. Cela va de pair avec cela. En gros, ce que vous avez ici, ce sont 2 barillets. Le remontoir à force constante va garantir qu'il y ait une distribution progressive de la force des 2 barillets de ressort moteur à l'intérieur. Ainsi, vous allez obtenir un déclenchement 1 fois par seconde. Cela va dissocier la force des 2 ressorts moteurs et créer un tampon. Ce flux constant d'énergie se produit chaque seconde. Cela donne aussi une visualisation de la situation ainsi qu'une seconde morte. C'est exact, ce qui indique également cette chute dans la libération d'énergie chaque seconde. Cela sera situé sur le revers du mouvement, ce qui est incroyable et met en avant le concept d'échappement flottant. On ne voit pas le train d'engrenage qui l'alimente car il est au revers, ce qui est fréquent pour certains de ces autres mouvements. Ici, dans ce coin, on voit le barillet ainsi que le train de rouage. Toute la gestion de l'énergie se fait côté cadran, c'est-à-dire au dos de la platine principale, ce qui crée ce fossé isolé très cool ici, visible entre les deux, avec une finition perlage. C'est ce qui rend tout cela possible. L'optimisation de la précision est très importante pour François Paul. Et je pense que c'est une excellente transition vers cette prochaine montre, parce que c'est une montre qui, à l'origine, lorsqu'elle a été lancée en 2005, du moins la première version, François Paul a été approché par Antiquorum, et il cherchait à ce qu'il crée une pièce, mais il n'a pas eu assez de temps pour la réaliser. Donc ils ont dit, nous avons besoin de quelque chose dans 6 mois pour notre anniversaire. Et il se dit simplement, d'accord, je ne peux pas faire ça, comment vais-je m'en sortir? Il s'est donc tourné vers son passé. Dans les années 1990, il produisait déjà des mouvements pour diverses marques évoquées plus tôt. Et il avait un mouvement qui avait été développé pour un boîtier en forme de tonneau qui est devenu la Vagabondage 1. Oui, et lorsqu'on parle de l'importance de la précision, il n'aimait en fait pas suffisamment la performance chronométrique de cette montre, donc la montre ne portait pas son nom, il ne l'a pas signée. Maintenant, avec la 3, il a pu porter ses mouvements à un niveau supérieur. Ils atteignent désormais un standard. Mais maintenant, c'est juste ce concept de continuer cette tradition où on va simplement faire en sorte que ce ne soit pas une montre signée, n'est-ce pas? et donc cette montre, le mouvement lui-même est en fait façonné pour s'adapter au boîtier, ce qui est, je pense, un détail magnifique. Parce que très souvent, on trouve un mouvement rond dans un boîtier qui ne l'est pas et ça paraît un peu étrange. Mais cette montre est, comme j'aime l'appeler, une montre digitale perpétuelle, dans le sens où l'on voit tout tourner et basculer en temps réel, y compris les secondes. Nous avons parlé de la Zeitwerk et de son apparence, eh bien c'est ce genre de concept, mais poussé à l'extrême. Ce sont les 2 meilleures, les plus grandes, je devrais dire, les plus grandes montres digitales. Je pense que je suis d'accord. Oui, totalement, je suis tout à fait d'accord. Ce sont des montres digitales mécaniques impressionnantes. C'est vraiment le sommet du sommet. Ici, tu as 2 disques séparés pour les secondes. Tu en as un qui est pour chaque seconde. Et puis, toutes les 10 secondes, tu verras le disque supplémentaire. Il va alors se mettre en mouvement. C'est vraiment incroyable. L'un des défis avec ça aussi, c'est l'énergie. Et comment il a réussi à faire ça? Parce que dans les premières versions de la Vagabondage,
ils n'avaient pas encore ça. Chaque seconde est marquée distinctement. Et pour obtenir cet effet, il a fallu faire évoluer le mécanisme. Il me semble que c'est le remontoir d'égalité, autrement dit le mécanisme de force constante, qui permet ce fonctionnement. Quand la dixième de seconde ou la marque des 10 secondes arrive, il peut utiliser cette énergie pour alimenter les deux disques simultanément. C'est exact. Ce qui est incroyable. Et ensuite, nous terminons, à la fin. Nous avons évoqué deux piliers importants, la chronométrie et une autre fascination de François Paul qui s'inscrit dans l'histoire de l'horlogerie. Il a débuté dans les années 80 en travaillant avec son oncle dans un atelier d'horlogerie. Pour lui, les horloges étaient vraiment au centre de son attention et il a découvert le concept de résonance qui avait déjà été exploré des siècles auparavant. Il y avait plusieurs noms différents qui s'y intéressaient, Brigade étant l'un d'eux, mais quelques horlogers différents utilisaient cette idée. Le concept était que vous avez deux corps. Dans ce cas, on va dire des balanciers qui vont vibrer et quand ils sont calibrés à une proximité très proche l'un de l'autre, autour de 0,4 mm, dans ce cas, en environ 6 à 7 minutes, ils vont se synchroniser parfaitement l'un avec l'autre. Et si l'un d'eux se désynchronise, l'autre, avec sa fréquence de vibration très proche, va le maintenir en synchronisation. Ainsi, ils peuvent se réguler mutuellement, c'est tout simplement brillant. Oui, absolument brillant. La version que nous voyons est la 4e génération, créée pour le 20e anniversaire, parfois appelée 2412. Ceci est la version en platine. L'exécution, et c'est pour moi aussi bonne que n'importe quelle pièce à résonance qui soit jamais sortie. C'est tout simplement un plaisir à regarder. En ce qui concerne la collection principale, ce sera toujours, selon moi, la pièce que la plupart des collectionneurs privilégieront. Et vous savez, c'est, je pense, la montre emblématique non seulement de sa carrière, mais aussi de ce qu'est vraiment l'horlogerie indépendante. Il s'est donné pour mission de résoudre ce problème dans une montre bracelet, devenant ainsi le premier à le faire. Ce fut sa quête. Vous savez, le concept d'inventer et tout ce thème autour de sa marque, je pense que c'est vraiment de là que tout cela vient. C'était la quête de vouloir résoudre ce problème. C'est aussi une montre qui, lorsqu'elle est sortie, c'était, je crois, il y a seulement un an, c'était en 2019. Et il y avait le modèle précédent qui ressemblait plus à un parc-mètre. Un parc-mètre. Oui, c'est clairement un changement différent, mais celui-ci est revenu à la forme d'origine. Et il a aussi un affichage 24 heures et un affichage 12 heures. Vous avez deux capacités de suivi là sur le revers, comme nous en parlions avec les deux balanciers. Je veux dire, c'est comme une feuille de papier que vous pouvez glisser entre les deux. Elles sont très proches, à environ 0,4 mm l'une de l'autre. Et lorsqu'elles vont démarrer, elles vont commencer à atteindre cette synchronisation parfaite. Et ce sera alors, grâce à la fréquence de vibration très proche l'une de l'autre, qu'elles pourront le faire. C'est simplement une montre qui est indescriptible et vraiment, essayer de mettre des mots sur ce que tout cela signifie, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Je sais que cette marque a connu beaucoup de battage médiatique récemment, mais j'essaie de dissocier ce battage de la marque parce que j'adore simplement le design, j'aime Journe et il y a cet aspect fantaisiste dans la marque que j'apprécie, mais il y a aussi tout simplement cette quête, cette liberté d'expression et je pense que cela incarne toutes ces idées. Absolument. Et Journe a longtemps été en quelque sorte le porte-étendard de l'horlogerie indépendante. Et vous savez, je pense que sa philosophie, c'est justement cette quête. Et c'est ce qu'il aime créer. Et je pense que c'est quelqu'un qui collectionne et qui collectionne ce qu'il aime. S'il y a une synergie à ce niveau-là, alors cette marque a du sens. Ce design n'était pas pour tout le monde, je peux vous le dire en connaissance de cause, ce n'était pas pour tout le monde. J'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont observé l'appréciation pour Journe a grandi ces 5 à 10 dernières années. En réalité, comme beaucoup d'horlogers indépendants, ils ne recevaient ni la reconnaissance ni la justice qu'ils méritaient. Donc tu étais dans une entreprise qui était un détaillant pour Journe, donc tu étais réfléchi à ça, tu vendais en tant que revendeur agréé FP Journe. C'est juste un monde complètement différent aujourd'hui. C'est un monde totalement différent. Et je pense qu'évidemment, le marché a fini par vraiment l'apprécier. À noter aussi, Journe a trouvé le juste équilibre dans la fabrication de montres mécaniques. Tu en auras 1000 par an, non? Et c'est à l'échelle mondiale, et ce chiffre semble vraiment être celui qui fonctionne. Donc tu sais, la demande est là pour ces montres, et c'est tout à fait justifié. Et j'espère vraiment que sa réussite profitera à tout le monde. Et il l'a vraiment fait pour beaucoup d'horlogers indépendants. Je suis d'accord. Donc tu sais, vraiment chapeau à François Paul et à ce qu'il a accompli, ainsi qu'à la marque. Et tu sais, ils sont magnifiques. Tu sais, il est considéré comme le plus grand horloger vivant. Je pense vraiment qu'il mérite d'être en lice pour ce titre. Alors John, nous finissons la journée avec un dernier plateau,
ce qui nous permet de boucler la boucle et de révéler un autre aspect du campus. C'est vrai, oui. Et c'est aussi, je pense, pourquoi on aime vraiment cette collection, parce que tu vois, c'est incroyable. Certaines pièces, ils sont presque comme des concepts uniques, et ensuite tu arrives à des pièces qui restent fantastiques. Mais on regarde des montres dans une gamme de moins de 1000 $ à quelques milliers. Je sais que pour ce collectionneur, il les aime autant que n'importe laquelle de ses autres montres. C'est ça, absolument. Une en particulier que je sais qu'il aime beaucoup, c'est Studio Underdog. Il est un grand fan de Studio Underdog. Il possède de nombreuses pièces de cette marque. Et ceci est une pièce collaborative de l'année dernière avec une entreprise appelée Fears, donc 2 entreprises britanniques. Vous avez cette identité très ludique avec Studio Underdog. Ils sont arrivés sur le marché avec leur montre pastèque qui est très amusante. Et puis Fears est une entreprise qui a été relancée. C'était une entreprise familiale et maintenant c'est un descendant direct du fondateur qui la dirige. Elle a été fondée à Bristol, au Royaume-Uni. Désormais, il propose de superbes montres à moins de 5000 $ et on crée ici une pièce nommée la Manhattan. Vous avez donc ce boîtier style coussin avec un cadran très cool rappelant l'ambre. Oui, le motif soleil au centre qui s'étend vers l'extérieur comme un effet vignette et va jusqu'à cette bordure assombrie. Mais très très net, ça donne cet effet fumé. Regardez, ça rappelle un peu le style Radiomir, oui, et c'est compact, c'est un boîtier de 38 mm, c'est vraiment portable, c'est beaucoup de montres pour la taille. Et j'aime vraiment aussi le bracelet, parce que je peux dire que ce bracelet va se patiner, vieillir et avoir vraiment du style. Il va prendre un peu de la couleur du cadran, mais le cadran, selon l'angle où je me trouve, je vois toutes sortes de couleurs différentes. C'est un cadran vraiment remarquable. 100 mètres de résistance à l'eau, mouvement Celita SW210 à l'intérieur, c'est une pièce remarquable, n'est-ce pas? Oui, et le prix était juste autour de 1000 € pour ça. Donc je pense que pour ce que tu obtiens pour ce prix, venant de 2 marques au Royaume-Uni qui font un excellent travail, une à mettre en avant. Passons à une autre pièce. Maintenant, tu disais, je crois que c'est ressorti dans certaines conversations. Parmi toutes les montres de l'année dernière, celle-ci était la montre préférée de ce collectionneur. Oui, donc pour 2020, pour l'édition 2025 du salon, c'était la pièce phare. Tu pensais être la plus agréable? Il faut noter que la collection est particulièrement étoffée sur ce positionnement tarifaire. Elle comprend notamment plusieurs pièces Tudor. Mais il se trouve que c'est la version qu'il a préférée. Donc voici la Black Bay 58 Bourgogne. Pour comprendre d'où vient ce design, il y a 2 éléments du passé que l'on peut examiner. Pour le thème Bordeaux, celui auquel les gens pensent le plus, remonte à 2012. La Black Bay de Deere est sortie avec cette lunette Bordeaux, ce cadre en noir, ce thème de la rose. Maintenant, ils sont passés au bouclier. Mais ensuite, dans les années 90, ils ont développé une montre prototype. Je ne devrais pas dire qu'ils l'ont sortie. Ils ont développé une montre prototype qui était entièrement Bordeaux, cadran Bordeaux, lunettes Bordeaux. Cette montre n'a jamais été commercialisée auprès du public, mais elle a été l'inspiration directe pour cette pièce. Quelques autres éléments à prendre en compte pour ce modèle. Il s'agit maintenant d'une 58 avec un bracelet à maillon fin. Ils ont maintenant apporté quelques modifications au boîtier et à la couronne. Et ensuite, c'est aussi un Master Chronometer. Cette certification est apparue dans la famille 58 avec la 58 GMT et s'applique désormais au modèle standard à 3 aiguilles. La 58 avec bracelet 5 maillons est vraiment excellente. J'adore cette montre, j'en possède une et je la soutiens beaucoup. Si vous suivez la chaîne, vous le savez sûrement. Avec le bracelet à 5 maillons, elle brille et le système TIFI est inclus dans la boucle. Calibre MT, certifié Master Chronometer à l'intérieur, boîtier de 39 mm, portable, fin, possède ce bordeaux. Et le cadran est vraiment... C'est une excellente montre de plongée et une superbe réalisation. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer? Je veux dire, c'est ça, je pense, encore une fois, pour revenir au fait de faire ça comme un hobby, non? Trouve les choses que tu aimes. Montre idéale pour tout collectionneur, quelle que soit la collection. Et voilà. Et cette montre, tu l'as obtenue chez nous, ce qui signifie qu'on a collaboré sur plusieurs pièces pour l'acquérir. Et tout à coup, il nous contacte et dit « Je veux la MRF à cadran blanc. Elle a vraiment l'air cool, non? » C'est ça, oui. Tu sais, encore une fois, ici, on a la Hamilton Murph à cadran blanc et c'est ça, toute la beauté de cette montre. Lors de nos échanges préparatoires, on nous a dit textuellement « J'apprécie ce modèle MRF autant que le projet Reverso. » C'est exactement ça. Et c'est tout. C'est exactement ce qu'est ce hobby, non? Et il a raison, je veux dire. C'est comme on en a parlé. Impossible de dire combien de MRF nous avons installés au poignet des gens au fil des années, en boutique, en ligne ou avec nos partenaires. C'est une excellente, voire la montre de terrain. Quand je pense à la montre de terrain, c'est ce format qui me vient en tête.
La MRF propose évidemment sa propre version, notamment via des projets cinématographiques, et cette édition est... C'est cool. Et puis, enfin, c'était la première montre que cette personne a achetée chez nous. Mais cela représente aussi une autre idée que je trouve vraiment cool, à savoir une façon unique de lire l'heure. Et puis, simplement une touche artistique pour le prix. Donc, Louis Erard est une marque. Quand on parle d'horloger indépendant, on aime vraiment cette marque. Ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils ont deux thèmes. Le premier, c'est qu'ils utilisent beaucoup les régulateurs, qui est un type d'affichage que vous ne verrez généralement pas dans cette gamme de prix. Ils réalisent aussi de nombreuses collaborations, notamment avec des horlogers haut de gamme comme Vianney Alter. Il a notamment travaillé avec Constantin Chayokin. Ceci est maintenant une collaboration avec un artiste, Olivier Mosset, et l'artiste. Et ce qui rend cette montre si unique, c'est la façon dont on lit l'heure. En gros, vous avez un régulateur ici, mais la façon dont vous pouvez déterminer l'heure est la suivante. Chacune de ces marques linéaires indépendantes d'un côté aura un petit cercle creux et ce point indiquera ce qu'elle essaie de montrer pour l'heure. L'une tourne chaque minute pour les secondes, une autre pour les minutes, la dernière pour les heures, tournant une fois par heure. J'aime aussi cela parce que ça représente une nouvelle apparence artistique à chaque seconde. Donc, tout au long de la journée, vous allez voir ces différentes lignes, ou dans ce cas aiguilles, s'entrecroiser les unes avec les autres, et cela va indiquer l'heure. Il suffit de regarder le petit point circulaire, et cela vous donnera une indication approximative de l'heure que vous consultez. Mais il s'agit vraiment plus d'exprimer la façon dont on peut lire l'heure, n'est-ce pas? Il y a une variété de points de vue différents, et c'est tout simplement sympa. Je veux dire, au final, je pense que tu as parfaitement résumé. C'est une montre sympa, il n'y a pas beaucoup de fioritures. Le cadran est vraiment cool avec cet aspect moucheté noir, un peu métallique. Ça ressemble presque à de la venturine. Ce n'est pas de la venturine, mais ça y ressemble un peu. Les aiguillets qui tournent, c'est comme de l'art en mouvement. C'est vraiment amusant. Et vous savez, à un prix qui reste encore sous la barre des 5000 $. Et c'est vraiment un ajout sympa à cette collection. La lisibilité n'est pas le point fort ici, mais ce n'est pas toujours l'essentiel. Lire l'heure n'est sans doute plus la principale raison de regarder les montres aujourd'hui. John, je dois te le dire, mec, on a eu beaucoup de choses à voir aujourd'hui. C'était probablement l'une des vidéos les plus agréables que j'ai jamais faites sur la chaîne. C'est génial. Et j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de regarder. Oh, écoute, c'est un véritable honneur. Je suis vraiment ravi d'être ici et je ne remercierai certainement pas le propriétaire de nous avoir permis de faire cela. Honnêtement, c'était une opportunité unique dans une vie et je suis simplement heureux de faire partie de cette aventure. Si ce contenu vous plaît, dites-le nous en commentaire. Par exemple, rencontrer un collectionneur et découvrir sa collection. Si vous souhaitez présenter votre collection comme celle-ci, on serait ravis. Mais il sera dur de faire mieux. C'est incroyable, et ce n'est pas qu'une question d'argent. Mais il y a ici des histoires vraiment spéciales, des montres incroyables. Et je tiens à tous vous remercier d'avoir regardé, et on se retrouve la prochaine fois.